Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver en cette fin de semaine pour une nouvelle édition sur Monaco Info. Au sommaire aujourd'hui, J-7 avant le meeting Hercules. Plusieurs champions du monde et d'autres grands noms de l'athlétisme seront au rendez-vous le 14 août prochain au Stade Louis II. Parmi eux, on peut citer par exemple Sifan Hassan, Mando Duplantis ou Joshua Cheptegei. Pour parler de cet événement et des conditions qui ont entouré son organisation, nous serons avec le directeur du meeting Hercules, Jean-Pierre Chebeul. Le mois de juillet a-t-il été synonyme de relance pour les commerçants? Nous nous sommes intéressés ce soir au secteur du luxe. Est-ce que les enseignes ont durement été impactées? Vont-elles réussir à se relever? Élément de réponse avec Tina Zeg. Dans ce journal également, le prince Albert II rend hommage aux personnes qui se sont mobilisées pendant la crise lors du concert d'été au Palais Princier. Et nous ferons un point sur les travaux de rénovation du quai des États-Unis. Mais avant cela, le point sur l'info avec Fabien Bonilla. Bonsoir Fabien. Bonsoir Émilie, bonsoir à tous. On en parlait depuis quelques jours, mais maintenant c'est officiel. Le défenseur français Axel Disasi rejoint l'AS Monaco. Il vient de signer avec le club pour les 5 prochaines années et va donc rejoindre le groupe de Niko Kovac. Le club de la Principauté et le Stade de Reims ont trouvé un accord pour le transfert du joueur de 22 ans. Un joueur qui est un des meilleurs défenseurs de Ligue 1. Il était sollicité par de nombreux clubs français et européens et c'est à Monaco qu'il jouera jusqu'en 2025. Dans ce point info également, de nouvelles nominations pour le diocèse de Monaco. Absolument. L'abbé Adrien Stoïca, déchargé de ses missions au sein du diocèse de Nice, est nommé vicaire à la paroisse Saint-Nicolas. L'abbé Pascal Traita, qui justement était à la paroisse Saint-Nicolas, est nommé curé à la paroisse du Saint-Esprit du diocèse de Nice. Il sera plus particulièrement en charge des communautés de la Turbie et de Peille. Le chanoine Joseph Diléo, outre ses fonctions actuelles, est également nommé délégué épiscopal au service du catéchuménat. Par ailleurs, sur décision de la supérieure générale des filles du Saint-Cœur de Marie, Mère Béatrice quitte la communauté de Monaco et est remplacée par la sœur Hortense, nommée responsable de la communauté. Ces nominations prendront effet le 1er septembre 2020. Nous vous en parlions hier, les anges gardiens de Monaco se sont mobilisés aujourd'hui pour les plus démunis et ont pu compter sur la présence et le soutien de deux personnalités, Fabien. La marraine Victoria Silvstedt et le basketteur de la Roca Team Wilfried Yegete. Ils ont ce vendredi, en fin de matinée, vendu et dédicacé ces célèbres chapeaux devant l'enseigne Decathlon. Les anges gardiens menés par Brunamol organisent régulièrement des déplacements, notamment à Nice, pour apporter de la nourriture et des vêtements aux plus démunis. Ces Panamas permettront déjà aux acquéreurs de ne pas attraper de coups de soleil, mais également de participer à une bonne cause. Merci Fabien. Restons justement dans le domaine de la solidarité. Nombreux sont ceux qui se sont mobilisés pendant l'épidémie de coronavirus, et ce dans différents domaines, afin de remercier les personnes qui ont œuvré pendant cette période particulière. Le prince Albert II a souhaité les inviter au concert d'été du Palais Princier. Sandrine Nègre était présente dans la cour d'honneur hier soir pour cet événement. Voyez son reportage. Il était important à mes yeux de continuer cette tradition de concert d'été au Palais Princier, tradition qui dure depuis 61 ans maintenant, malgré la crise actuelle que nous connaissons. Il me tenait à cœur de vous rendre hommage et de vous remercier au nom de la population et en mon nom pour votre engagement sans faille. Un engagement sans faille pendant le confinement et pour beaucoup même encore aujourd'hui. Personnel de santé, bénévoles œuvrant au sein de différentes entités, Fondation Princesse Charlène, Fighteds Monaco, Croix-Rouge Monégasque, Société Saint-Vincent de Paul et bien d'autres. Différents personnels de l'État comme les membres de la Sûreté publique, personnel de la mairie, fabricants de masques. Tous travaillent dans des secteurs divers et ont donc été remerciés à travers ce rendez-vous au cœur de la cour d'honneur. On est très fiers et très honorés, et surtout qu'il y a tout le personnel qui a contribué beaucoup à la production des masques pendant le confinement. Ils sont tous très heureux et très touchés par cette invitation. C'est un honneur d'être invité à cette soirée, et même si on est un peu habitué à certains concerts dans la cour du Palais, c'est vraiment une soirée, je pense, tout à fait exceptionnelle. Je suis ravie, parce que c'est magnifique. C'est vrai que cette soirée est une forme de reconnaissance de la principauté et du souverain, ce qui est pour nous extrêmement important et réconfortant. Événement au cours duquel le prince Albert II a tenu à souligner le rôle essentiel joué par chacun d'entre nous dans cette lutte contre la Covid-19, en respectant les règles, distanciation sociale, lavage des mains et port du masque si le risque de contagion est présent.
Concert de l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo sous la direction de Juraj Valuka. À l'honneur, plusieurs compositeurs, Schreker, Mendelssohn, Bizet et Schedrin. Et vous l'avez entendu dans ce reportage, le prince Albert II a rappelé l'importance du port du masque dès que notre environnement représente un risque de contagion. Le souverain, qui a confié aujourd'hui dans les colonnes de Monaco Matin, songeait à rendre le port du masque obligatoire dans les secteurs les plus fréquentés. Il doit en discuter avec son gouvernement dans les prochains jours pour prendre éventuellement de nouvelles mesures. C'est l'un des événements sportifs majeurs en principauté avec le Grand Prix de Formule 1 ou le Rolex Monte Carlo Masters. Le meeting Hercules devait initialement avoir lieu le 10 juillet dernier, mais l'épidémie de coronavirus a obligé les organisateurs à reporter l'événement. Il se tiendra finalement le 14 août au Stade Louis II et ouvrira les débats en lançant le calendrier réduit de la Diamond League. Nous sommes justement avec le directeur du meeting. Bonsoir Jean-Pierre Chebol. Bonsoir. Le meeting Hercules, une nouvelle fois meeting de référence, il annonce la reprise officielle de l'athlétisme. En effet, on est avec surprise le premier meeting de la Diamond League en étant pourtant le 14 août et sachant qu'il y a un meeting avant nous à Turku le 11 août. Est-ce que ça a été compliqué de maintenir le meeting Hercules? Compliqué, c'est un euphémisme. Ça a été très compliqué. Non, sérieusement très difficile et vraiment on a eu beaucoup de choses à faire et ça a été une année particulièrement difficile, mais on est heureux de pouvoir dire qu'on va y arriver et que ceux qui viendront au meeting à Monaco ne seront pas déçus. Et justement, malgré le contexte actuel, les athlètes sont au rendez-vous. Il y a encore une fois un beau plateau prévu pour cette édition 2020. Il y a un beau plateau, les athlètes, les déplacements sont en train de se faire, tout n'est pas encore réglé, mais je veux dire, il y aura un beau plateau, on le garantit. Est-ce qu'on peut nous donner quelques noms, Jean-Pierre Chebol? Oui, bien sûr. On a quand même 14 champions du monde. 14 champions du monde seront présents sur les épreuves qu'on organise, ce qui est quand même déjà une belle référence. Bien entendu, je commencerai par Duplantis, le perchiste suédois qui est capable de battre le record du monde à tout moment. On est content aussi d'accueillir le Warhol sur 400 haies. C'est un athlète qui n'a jamais couru chez nous. Il est recordman d'Europe et il est capable de grandes performances. Bien entendu, après, moi je dirais Sifan Hassan, qui a battu deux records du monde chez nous. Vous voyez, le 1500 et le 5000 mètres sur la course sur route. Et puis, bien entendu, je parlerai un petit peu des Français, et entre autres ce 110 mètres haies, où on aura quand même le champion du monde et opposé au Français Martino Lagarde, avec l'autre Français Bellocian. L'autre Français que je citerai bien entendu, c'est Noah Lyles, qui à mon avis déjà est une référence en lui-même. Qui a déjà brillé sur les pistes du Stade Louis II. Absolument, c'est un habitué de chez nous et il a déjà fait des exploits chez nous. Est-ce que cela a été compliqué pour les athlètes de venir à Monaco? Alors, compliqué pour venir, oui et non. Non, parce qu'ils ont tellement été sevrés de compétition que quand on a dit qu'on faisait quelque chose à Monaco, tout le monde s'est battu pour dire, dans les épreuves qu'on organisait, pour dire bien sûr on vient. Donc cette partie a été facilitée. Ce qui a été beaucoup plus compliqué, c'est sur le protocole sanitaire et sur les modalités de déplacement qui ne sont pas faciles quand même actuellement. Est-ce que les athlètes vont être testés au Covid-19 justement? Alors les athlètes, certains déjà pour voyager sont obligés d'être testés. Et après, tous les athlètes, je dis bien tous les athlètes, quelle que soit leur provenance, qu'ils soient de France, d'Europe ou ailleurs, ils auront obligatoire d'avoir un test PCR de moins de 72 heures, parce que eux, ça sera les seules personnes au Stade Louis II qui ne porteront pas de masque pour courir. Ils seront sans masque, alors que tous les autres, spectateurs, jury, presse, on sera tous avec un masque. D'accord, et un nombre de spectateurs réduit également, puisqu'il n'y aura que 5000 spectateurs au Stade Louis II. D'habitude, le stade affiche complet chaque année, hein, Jean-Pierre. Oui, en effet, c'est la jauge qu'on a définie, en effet, avec le gouvernement. C'est une jauge qui a évolué, mais on est déjà content de l'avoir, puisqu'on connaît certains événements d'athlétisme qui se sont faits sans aucun spectateur, des stades vides. Et nous, on sera content d'avoir ces 5000 spectateurs, ces 5000 privilégiés. Et j'en profite d'ailleurs pour dire aux spectateurs qui nous rejoindront
comme les buvettes seront fermées, qu'ils n'hésitent pas à venir avec une petite bouteille d'eau qui ne sera pas prise par la sécurité. On a obtenu justement que la sécurité nous autorise à avoir ces bouteilles d'eau même capsulées. Indispensable en ces fortes chaleurs. Herculis, ça sera aussi l'occasion, Jean-Pierre Chebal, d'inaugurer cette nouvelle piste du stade Louis II. Oui, ça a été en effet, je dirais là aussi, un tour de force du gouvernement et des travaux publics d'avoir profité de cette période de confinement où tout d'un coup les scolaires, le club, tout le monde avait déserté ce stade pour faire ces travaux en urgence. Il n'y avait pas non plus de foot, donc il y a eu une possibilité de faire ces travaux, je dirais, à 100%. Et on est content. Là, je suis sur la piste et elle est livrée aujourd'hui, donc vraiment, elle est toute neuve, elle est magnifique. Et je suis sûr que les athlètes, c'est un très bon produit, qu'on avait la même piste ou même un peu mieux que ce qu'on avait avant. Et donc, on a beaucoup d'espoir sur ce produit. Un mot plus général à présent sur le meeting Herculis. Il est sacré, on va dire régulièrement, à peu près chaque année, meilleur meeting mondial de l'année. Qu'est-ce qui fait le succès d'Herculis? Je pense qu'il y a beaucoup de choses. Il y a la date, il y a le stade, il y a la piste, il y a les conditions climatiques. On pense qu'on est en effet une piste qui se prête bien, entre autres, au demi-fond, parce que le public est très près des athlètes. On a un public qui est, je dirais, enthousiaste, mais on a beaucoup d'éléments qui jouent en notre faveur, oui. Rendez-vous donc le 14 août à partir de 19h? 19h30, en effet, c'est la première épreuve. 18h30, c'est l'ouverture des portes. Merci beaucoup Jean-Pierre Chebal d'avoir été avec nous. C'est avec un immense plaisir. Un mot à présent sur les travaux de reconstruction du quai des États-Unis. Débuté il y a 4 ans, le chantier touche à sa fin. L'opération a été réalisée en plusieurs étapes en raison notamment des interruptions du Grand Prix de Formule 1 ou du Monaco Yacht Show. Vanessa Dessy fait le point et revient sur l'historique de ce projet. Construit en 1910 puis rénové en 1968 et 1975, le quai des États-Unis était fortement attaqué par la corrosion. Composé de plusieurs tranches, des travaux ont donc été réalisés durant 4 ans en tenant compte des événements tels que le Grand Prix de Monaco et le Yacht Show. L'idée était de reconstruire autrement en évitant de refaire une dalle appuyée sur des piles historiques de 1910, pourtant encore en bon état. On a en fait reconstruit le quai à l'aide de caissons préfabriqués, qui ont été préfabriqués à Saint-Mandrier, près de Toulon, et qu'on a amenés par flottaison. Donc dans ces caissons, on a 2 parties. La partie qui est contre la mer, qui est constituée de ce qu'on appelle des compartiments jarlants, qui permettent d'amortir la houle, même si depuis la construction de la digue flottante et de la contre-jetée, il n'y a plus beaucoup de houle dans le port, mais ça évite d'avoir l'agitation des bateaux quand on a du vent. Une galerie technique complètement étanche a été de plus créée dans laquelle le réseau électrique servira à alimenter les bornes portuaires. On a rajouté aussi le traitement des eaux pluviales, parce que jusqu'à présent sur le quai, les eaux pluviales n'étaient pas traitées, se rejetaient directement dans le port. Là, on a installé des caniveaux qui recueillent l'eau, qui les envoient dans des séparateurs d'hydrocarbures et qui les nettoient des hydrocarbures qu'il peut y avoir quand l'eau de pluie coule sur une chaussée. Et un réseau spécifique permettra dorénavant de récupérer les eaux usées des bateaux afin de les envoyer directement dans les canalisations de l'assainissement de la Principauté. Régulièrement sur Monaco Info, nous allons à votre rencontre pour recueillir votre témoignage. Depuis la sortie du confinement, nous avons reçu des restaurateurs, des gérants de sociétés ou de jeunes entrepreneurs qui nous ont confié comment leur activité a été impactée et de quelle manière ils voyaient l'avenir. Aujourd'hui, nous nous sommes intéressés au secteur du luxe. Bonsoir Tina Zeg. Bonsoir. Comment se porte votre activité ? Écoutez, actuellement, plutôt bien par rapport à la situation du Covid. Est-ce que vous avez pu constater justement cette fameuse relance que tout le monde attend ? En effet, depuis le 1er juillet, ça a repris. Donc, juillet était plus positif par rapport au mois de juin et mai. Parce qu'il y a eu l'arrivée de touristes, de cette clientèle tant attendue ? Il y a eu pas mal de touristes. Maintenant, on n'a pas la même qualité de touristes. On a plus des touristes locaux, ça veut dire régional, français, moins la clientèle internationale. C'est d'habitude cette clientèle-là qui est, on va dire, la majorité de vos consommateurs, entre guillemets ? Pas en été, non. Nous, sur l'année, nous travaillons évidemment avec une belle clientèle locale, résidents monégasques et également Côte d'Azur.
Par contre, normalement, l'été, nous avons une clientèle internationale, américain, Middle East et tous les pays confondus. Donc, c'est cette clientèle-là que malheureusement, aujourd'hui, nous ne l'avons pas ou très, très peu. Est-ce que vous profitez aussi de l'attractivité de cette nouvelle place du casino ? Évidemment, oui, elle était refaite. Maintenant, donc l'été est arrivé, la place elle est finie, ça circule, donc évidemment que nous profitons aussi, oui. Est-ce que vous avez eu peur tout de même pour l'avenir de votre enseigne, Tina Zeg ? Évidemment, on se pose beaucoup de questions parce que l'avenir est très incertain. Et je pense que pour beaucoup d'entrepreneurs, c'est le grand sujet aujourd'hui. Comment est-ce qu'on va se positionner? Donc, ce qui est passé, c'est passé. On ne peut pas aller en arrière. Donc, on cherche de faire le mieux. Par contre, le challenge, ça va être l'avenir parce qu'il y a beaucoup de situations qui sont évidemment bloquées et on a du mal à se positionner. Et justement, quelle solution peut-on apporter pour que cette relance soit la plus rapide possible ? Ça, c'est difficile à dire. Je pense qu'on doit continuer à être prudent sur le plan sanitaire. Chacun doit faire attention. On doit respecter les mesures. Maintenant, en même temps, il faut que la société elle puisse vivre. Il faut que les magasins peuvent rester ouverts. Vous êtes optimiste pour la suite, malgré justement cette interrogation sur la suite des événements ? Je suis optimiste, mais je suis aussi réaliste. Donc, on a des sujets de grands points d'interrogation. On ne connaît pas l'avenir. Ça peut vite basculer. Ça, c'est le challenge aujourd'hui pour chaque entrepreneur. On ne sait pas si on est obligé de refermer une boutique ou plusieurs boutiques demain. Et puis, mais on vit avec. Et justement, vous avez parlé avec d'autres commerçants. Quelle est la tendance chez eux ? Je pense que tout le monde est inquiet. Maintenant, c'est vrai qu'il y a des enseignes qui fonctionnent bien parce qu'elles sont fortes, parce qu'elles sont puissantes. Et il y en a des autres qui en souffrent parce que il leur manque la clientèle, ils n'ont pas le produit. Mais généralement, dans le secteur du luxe, je pense qu'il y a quand même beaucoup d'inquiétudes. L'activité reprend petit à petit. L'activité reprend petit à petit et puis pour le moment plutôt bien. Maintenant, on n'est pas en train de récupérer ce qu'on a perdu, malheureusement, mais on récupère et puis on est positive. Et puis, c'est plus l'avenir qui est aujourd'hui difficile à gérer. Vous avez pu chiffrer justement la perte de votre chiffre d'affaires ? Oui, évidemment. Je pense que tout le monde peut chiffrer. C'est la perte, c'est-à-dire la fermeture brutale. Donc, il n'y a aucune entrée pendant 2 mois, presque. Et puis après, la relance, elle était quand même plutôt doucement. Là, on a eu au mois de mai, juin, on a quand même eu pas mal de pertes. Mais par contre, on a eu un beau mois de juillet. Mais évidemment, ce mois de juillet, il n'a pas récupéré les pertes depuis le mois de mars. Elle s'estime à combien environ cette perte, si on devrait la chiffrer, Tina Zeg ? En pourcentage ? En pourcentage. En pourcentage, je dirais au total 30% chez nous. Merci beaucoup Tina Zeg d'avoir été avec nous et d'avoir témoigné sur notre antenne. Merci à vous. On passe au point info pratique. Soyez vigilants dans vos déplacements à l'étranger et renseignez-vous sur les mesures mises en place dans les différents pays. Les monégasques, par exemple, qui souhaitent se rendre en Norvège, seront placés en quarantaine, Fabien. Oui, en raison de la résurgence des cas de Covid-19 dans l'Hexagone, la Norvège a repassé la France en zone rouge et impose une quarantaine obligatoire de 10 jours. Monaco, la Suisse et la République tchèque, ainsi que 2 régions suédoises sont également concernées. Une mesure qui est entrée en vigueur jeudi soir. A l'inverse, les monégasques pourront de nouveau entrer en Suisse aux mêmes conditions qu'avant la crise du coronavirus. Parlons de toute autre chose à présent. 3 outils numériques ont récemment été mis au service des monégasques et des résidents, parmi elles Your Monaco. Oui, ces 3 nouveaux outils numériques ont pour objectif de mieux informer la population et être à son écoute. Le site Your Monaco, même sans être bilingue, on peut facilement le traduire par Votre Monaco. Il comprend 4 thèmes. Mon quotidien, ma ville, mon environnement et mes services urbains. Ces thèmes sont déclinés en une quarantaine d'articles illustrés. Chaque thème comprend une carte qui propose une grande diversité de points d'information géolocalisés tels que les aires de jeu, les défibrillateurs, les boîtes postales, les opérations du plan logement, les arbres patrimoniaux par exemple. Le thème Mes services urbains centralise 50 démarches administratives en ligne, urbanisme, transition énergétique ou encore les immatriculations de véhicules. Les fonctionnalités de Your Monaco permettent de le personnaliser, de l'adapter
adapté à ses préférences. Ce site, proposé en 3 langues, français, anglais, italien, sera évolutif avec l'intégration de nouveaux articles. C'est une tradition chère aux Monégasques, les festivités de la Saint-Roman n'auront pas lieu cette année, Fabien. L'annulation des festivités estivales de la Saint-Roman, ça aurait dû se dérouler en ce moment. C'est une manifestation populaire très attendue. Le comité des fêtes de la Saint-Roman consacre chaque été 3 dates à ce saint patron de Monaco. Eh bien cette année, pour les raisons que l'on connaît, pas de soupe au pistou ou de soupe de poisson. Les 2 soirées dansantes dans les jardins de Saint-Martin n'auront pas lieu. En revanche, la messe solennelle est maintenue dans la cathédrale ce dimanche 9 août à 10h30. Merci Fabien, on vous retrouve dans quelques instants pour les prévisions météo. Un grand-père connecté, un Beatles distrait et une grand-mère qui a du caractère. Ces vidéos ont attiré notre attention. C'est le best-of des réseaux sociaux, il est signé Laura Woodruff. D'un côté, il fallait s'en douter. Avant de refermer ce journal, on rejoint Fabien Bonilla pour les prévisions météo. Fabien, avez-vous de bonnes nouvelles à nous annoncer pour ce week-end ? Bien, ça ne va pas être hyper original. Nous sommes en été, il y aura un large soleil toute la journée. Ça sera pareil dimanche d'ailleurs. En ce qui concerne les températures, il fera de 27 à 29 degrés. Quant à l'eau, elle sera à 26 degrés. Le soleil se lèvera à 6h27 pour se coucher à 20h47. Et ce samedi, nous célébrerons les Dominiques. Et comme le veut le dicton, et ça correspond tout à fait à la météo du moment, à la Saint-Dominique, ne te plains pas si le soleil pique. Par conséquent, pensez à vous protéger du soleil. À vous protéger, à vous hydrater. Merci Fabien et merci à vous de nous être fidèles chaque soir sur Monaco Info. On se quitte en images avec les photos de Michael Alési et Stéphane Dana qui vous emmènent dans leur machine à remonter le temps et vous font revivre le meeting Herculis édition 2019. Rendez-vous le 14 août au Stade Louis II pour l'édition 2020. Et nous, à demain pour un nouveau JT sur Monaco Info.